Bonjour à tous, je suis votre maîtresse lettres et nous allons étudier aujourd'hui la réduction du commentaire linéaire afin qu'il tienne en 8 minutes. Nous allons voir que l'honnêteté est un vice public, étant entendu que l'âne dans la fable est l'image de l'honnête homme, qu'il est le seul à faire examen de conscience sérieux, mais alors que les animaux avaient juré de sacrifier le plus vicieux, c'est l'âne qui sacrifie si les animaux sont l'image de la société. C'est donc que le vice y est d'être honnête. La fable se découpe en 3 mouvements. Du vers 1 au vers 24, le fabuliste présente la scène. Il s'agit comme à l'Antiquité ou au Moyen-Âge de guérir une épidémie par un sacrifice. Du vers 25 au vers 48, invités par le lion, tous les prédateurs, les carnivores, font des confessions complaisantes. Enfin, du vers 49 au 64, l'âne, herbivore, est sacrifié après un examen de conscience sérieux sur un péché très léger. Premier mouvement, la peste et la pénitence. La fable s'ouvre sur un parallélisme de construction, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur. Les deux vers sont construits de la même façon et se terminent toutes les deux par une rime suivie et riche et enrichie. Terreur et fureur, enrichie par le son en et a, répand la terreur, ciel en sa fureur. Cette rime insiste sur le caractère terrible du mal, dont on ignore encore le nom, puisque ces deux vers nous forment des périphrases pour éviter de nommer le mal qui sera nommé au vers 4. Nous avons donc, dès le début de la fable, un climat de tension qui s'installe. On ignore quelle est la nature du mal, mais il y a un mal terrible. Au vers 2 et 3, nous relevons une antithèse classique, le ciel et la terre, qui désignent l'ensemble de l'univers, tout est touché. Nous relevons également de nombreuses négations, au vers 8, 10 et 11. Toutes ces négations montrent bien que le récit se fait sur le mode de la perte, et donc sur le mode de la mort. La mort règne dans notre passage, et on remarque d'ailleurs l'oxymore mourante vie, la mort est associée à la vie, c'est donc que la vie est très fragile. Au vers 7, nous avons un chiasme. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ce chiasme, donc, qui à l'image de la croix, une image de contradiction, de conflit, de mort, mais ça permet surtout d'englober le tous. Encore une fois, le fabuliste insiste sur le caractère contagieux du mal. Au vers 16 et 19, le discours du lion reprend les idées du tout début de la fable. Un mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre sont repris chez le lion. Je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. On remarque au passage, donc au vers 16, la mention du ciel, au vers 17 le péché, au vers 18 la culpabilité, coupable, et puis au vers 19 le ciel, le céleste. Donc on a un nouveau chiasme avec au milieu le crime et en haut et en bas le ciel. Donc le ciel enserre le crime. Enfin, au vers 2 et 3, nous avons un enjambement. Nous en avons un autre au vers 8 et 9, et enfin un autre au vers 18 et 19. Les enjambements marquent la précipitation et le chaos. Ce premier mouvement est un mouvement caractérisé par la mort, la perte, la dépossession, la contradiction avec les oxymores et les antithèses, la contradiction entre la vie et la mort, la fébrilité de la vie, un côté absolument chaotique induit par l'histoire. Deuxième mouvement, les témoignages hypocrites, donc du vers 25 au vers 48. Vers 25 à 29, nous avons donc la confession du lion. C'est une confession dans un langage assez simple, assez enfantin. On remarque des expressions, des tournures familières. Pour moi, même il m'est arrivé. On remarque également une question rhétorique, que m'avait-il fait ? Nulle offense. Nous remarquons un vocabulaire religieux, notamment par l'offense, qui était déjà présent à la fin du premier mouvement, l'état de notre conscience. Et l'on remarque un euphémisme, manger force moutons pour éviter de donner le nombre de moutons qui furent dévorés, ainsi qu'un trisyllabe, le berger. Le trisyllabe est un maître rare, qui a une forte symbolique, surtout sur le berger. Le 3 syllabes évoque la Trinité, et le berger évoque le Christ. Donc on a déjà un thème du sacrifice pour la rédemption du monde, qui est ce qui est appelé des vœux du lion au mouvement précédent. Les euphémismes et les tournures enfantines montrent que nous avons affaire à une confession assez simple, assez légère, qui n'est pas un modèle du genre, qui n'est pas une confession malhonnête néanmoins. Vers 34 et 35, nous avons des hyperboles, c'est le renard qui se met à parler, qui est l'image du flatteur à la cour. Trop bon roi, trop de délicatesse, on ne peut pas être un trop bon roi, donc le renard flatte au moyen d'hyperbole le lion. Il atténue ses crimes en employant le terme croquer, en les croquant beaucoup d'honneur, alors qu'il s'agit de dévorer, d'assassiner.
Il emploie une autre hyperbole en désignant cette fois le berger, qu'il était digne de tout mot. Donc l'hyperbole servait à montrer la magnanimité, la bonté du lion, et cette fois elle montre la culpabilité du pasteur. Enfin, la périphrase au vers 41-42, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire, insiste sur les qualités des bergers, qui sont donc notamment l'orgueil. Donc le discours du renard est un discours d'un flatteur. L'on remarque au vers 43 une proposition infinitive qui conclut « est flatteur d'applaudir ». C'est une proposition assez rare qui vient du latin. On la trouve essentiellement dans la langue de La Fontaine, assez peu dans le reste de la littérature de la langue française. Cette tournure donne un côté impersonnel à la proposition, c'est donc un mouvement mécanique, les flatteurs sont faits pour applaudir. Enfin, autre terme savamment travaillé, la présence du pronom défini « on » qui renvoie à tout le monde, c'est la masse, la foule. Vers 46, un euphémisme cas d'école. Les moins pardonnables offenses, pour ne pas dire les crimes les plus graves. Donc ici, le narrateur atténue les crimes de ses personnages. Vers 47-48, conclusion du deuxième mouvement. C'est une paraphrase du vers 46, du vers précédent. Les moins pardonnables offenses, eh bien, nous avons reformulé l'idée précédente. Ici, Jean Querelleur est une reprise ironique de Canaille. Matin est un paradoxe, puisque le terme de matin à la fin du vers, 47, le matin est un chien qui sert à garder les troupeaux. Or, nous avions remarqué une condamnation du berger. Donc c'est son acolyte cette fois qui est dans le rang des bons personnages. Le matin a toujours été un animal symbole d'individus grossiers, vulgaires. Troisième et dernier mouvement, témoignage et condamnation de l'innocent. Ce mouvement s'ouvre sur la prise de parole au discours direct de l'âne. L'âne vint à son tour et dit. C'est une confession dans un langage assez élégant. On remarque notamment une antéposition en un près de moine, passant en un près de moine. L'on remarque un vocabulaire assez savant, souvenance par exemple. On remarque une gradation des fautes, la fin, l'occasion, l'herbe tendre et le diable. Donc une gradation ascendante. C'est un modèle de confession où on va du moins grave ou du plus évident au plus profond. Donc ici les rimes sont croisées comme à d'autres moments dans la fable, mais ici les rimes sont croisées et on voit par exemple passant, poussant, qui est une rime enrichie qui évoque le son du chuchotement, pss, pss, donc comme dans une véritable confession. Enfin, l'âne reprend le discours du lion au vers 54, quand il dit « Je n'en avais nul droit pour parler bien net ». Il reprend ce que disait le lion au vers 23 et au vers 27. Ne nous flattons donc en voyant sans indulgence. Parler net et voir sans indulgence, c'est la même idée. Et de même, que m'avait-il fait nulle offense? Eh bien, il le reprend en disant « Je n'en avais nul droit ». Donc l'âne a écouté avec attention le lion et il fait une confession sincère. Il est fidèle, il est pieux d'un point de vue religieux, il est pieux aussi de la piété filiale, il est fidèle envers son souverain. Ensuite, nous voyons apparaître du vocabulaire désuet associé à du vocabulaire populaire, ce qui fait partie des tournures typiques de Jean de La Fontaine qui s'amusent sur les différents registres. Crier haro appartient au droit coutumier normand et le baudet est un terme populaire pour désigner un âne. Bien là, nous avons une espèce de cour de ferme normande, où on parle le langage de la campagne et de la campagne normande. Voilà la moquerie de la cour royale de Versailles associée à la fable. Au vers 59, La Fontaine résume par un laconisme l'attitude de la cour. Peccadille, le mot peccadille, ça veut dire un petit péché que l'on doit excuser. Donc sa peccadille fut jugée un cas pendable et on entend très bien un chiasme sur le son PK, KP. Ici l'inversion, eh bien on prend un peccadille, un cas qu'on doit excuser pour un cas pendable, c'est-à-dire un péché mortel. Du vers 60 au vers 62, on remarque du discours indirect libre jusqu'à expier son forfait. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable, rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. L'on ne peut pas prendre ces vers stricto sensu. Manger l'herbe d'autrui n'est pas un crime abominable, n'importe qui est capable de le comprendre. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, c'est pareil, on voit très bien, c'est typiquement une hyperbole, une exagération. Crime abominable, c'est un pléonasme, tout crime est abominable, sinon ce n'est pas un crime. On remarque que la mort est personnifiée, un petit peu comme au début. Carnivores hypocrites qui cherchent quelqu'un à sacrifier vont sacrifier l'âne et essayent de justifier leurs crimes sous des motifs, et ces motifs, on les voit ici en fait. Et donc c'est du discours indirect libre. Le fabuliste reprend, en faisant semblant
que c'est l'expression de sa pensée, nous figure ce que se disent les animaux. Manger l'herbe crue. Quel crime abominable! Rien que la mort, on était capable d'expliquer son forme de tout ça, c'est ironique, reprend avec subtilité le discours de ces personnages. Enfin, nous en arrivons à la morale. Vers 63 à 64, la morale est relativement classique. On a une morale en 2 vers, donc en 2 temps. La morale doit être normalement en 2 temps. C'est une morale descriptive et non prescriptive, comme souvent chez La Fontaine. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas comment il faut vivre, elle nous dit ce qu'est la réalité. Elle nous enseigne le monde. Ici que malheureusement les jugements de la cour, et peut-être les jugements du monde, dépendent plus souvent de la puissance que de la vertu de cette association. Alors un mouvement en 2 temps, puissant, misérable, blanc, noir, hein. Selon, si on est puissant, on est blanc, si on est misérable, on est noir, et ici blanc et noir, par métonymie, évoque en fait le vice ou la vertu. Vous serez vu comme vice, comme vicieux ou comme vertueux. Au lieu de l'habituel présent gnomique, pour une morale, nous avons un futur prédictif, que vous serez puissant et misérable, ce qui nous montre une conséquence logique. À chaque fois, si vous devenez puissant, les jugements de la cour vous présenteront comme blanc, et si vous devenez misérable, eh bien, la cour vous percevra tel que noir, donc vicieux. Enfin, la tournure n'est pas strictement impersonnelle, nous avons un vous, mais le vous de la morale sert surtout à inclure l'auditeur de la fable dans ce jugement. Le fabuliste nous l'adresse et nous prend à partie, mais derrière ce vous, on voit bien que c'est un pronom qui désigne n'importe quelle personne qui viendrait à entendre cette fable. Bon, nous n'allons pas nous le cacher, c'est un échec. Je ne suis pas parvenu à réduire suffisamment cette analyse linéaire, mais au final, elle dure une dizaine de minutes, ce qui reste encore raisonnable, ce qui me permettrait de m'en tirer si je passais de nouveau mon baccalauréat. Comme vous avez pu le voir, il faut parvenir à faire une sélection arbitraire, certes, mais qui ait une certaine cohérence, qui permette de parler d'un peu toutes les figures de style qui se trouvent dans l'ensemble de la pièce, et puis qui donne une image assez complète du texte. Vous noterez donc que j'ai fait une introduction très brève. Il me faudrait prendre un peu plus de temps à l'oral et que je n'ai pas fait la lecture du texte. Ce qu'il faudra faire, voilà. Donc une introduction un peu plus complète, j'ajouterai 1 minute. La lecture du texte, j'ajouterai 1 à 2 minutes, ce qui me laisserait 5-6 minutes de dialogue avec les examinateurs.